Bonjour à tous. Après avoir étudié les grands chapitres d'économie, on entre maintenant dans la partie sociologique du programme. La question de départ est simple en apparence. Comment est structurée la société française actuelle? Mais derrière cette formulation, il y a une idée essentielle. La société n'est pas seulement composée d'individus isolés. Les individus occupent des positions sociales différentes, et ces positions ne sont pas distribuées au hasard. Elles dépendent du métier, du revenu, du diplôme, du patrimoine, du sexe, de l'âge, du lieu de résidence, de la composition familiale, du type d'emploi, des ressources culturelles et parfois de la trajectoire familiale. Étudier la structure sociale, c'est donc comprendre comment la société est organisée, différenciée et hiérarchisée. Quand on parle de structure sociale, on parle de la manière dont les individus et les groupes sont placés les uns par rapport aux autres dans un espace social. Cet espace social n'est pas seulement une échelle allant des plus pauvres aux plus riches, il est plus complexe. Deux personnes peuvent avoir un revenu proche, mais des diplômes très différents, des conditions de travail très différentes, des patrimoines très différents ou des modes de vie très différents. Un jeune diplômé en début de carrière peut avoir un revenu encore modeste, mais de fortes perspectives d'évolution. Un retraité propriétaire peut avoir un revenu moyen, mais un patrimoine important. Un travailleur indépendant peut avoir des revenus irréguliers et un statut très différent de celui d'un salarié stable. C'est pourquoi la société française doit être analysée avec plusieurs critères à la fois. Le premier grand outil de description est la catégorie socio-professionnelle, souvent appelée PCS pour profession et catégorie socio-professionnelle. Cette nomenclature permet de classer les individus selon leur profession, leur statut, leur niveau de qualification, leur position dans l'emploi et parfois leur type d'employeur. On distingue par exemple les agriculteurs exploitants, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles supérieures, les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers. Ces catégories ne sont pas seulement des intitulés de métier. Elles regroupent des personnes qui ont souvent des conditions de travail proches, des niveaux de revenus relativement comparables, des diplômes proches, des habitudes de consommation, des formes de sociabilité et des perspectives sociales qui peuvent se ressembler. Les PCS sont très utiles parce qu'elles permettent de voir que les inégalités ne sont pas seulement individuelles, elles sont aussi liées à des positions dans le système productif. Un cadre supérieur, un ouvrier, un employé, un artisan ou un agriculteur n'occupent pas la même place dans la production, n'ont pas les mêmes conditions d'emploi, les mêmes marges d'autonomie, la même sécurité économique, ni les mêmes perspectives de carrière. La catégorie socio-professionnelle permet donc de relier la situation économique à la position sociale. Elle sert aussi à analyser les pratiques culturelles, la réussite scolaire, la santé, l'engagement politique ou la mobilité sociale. Elle est un outil central pour comprendre la société française. Mais les PCS ne suffisent pas. Deux personnes appartenant à la même catégorie peuvent avoir des situations très différentes. Parmi les cadres, par exemple, on trouve des hauts dirigeants, des ingénieurs, des enseignants, des cadres administratifs ou des professions libérales, avec des revenus, des conditions de travail et des formes de prestige différentes. Parmi les employés, on trouve des personnes très stabilisées dans l'administration, mais aussi des salariés à temps partiel, dans le commerce ou les services, avec des horaires contraignants. Parmi les ouvriers, on peut distinguer ouvriers qualifiés et non qualifiés, emploi industriel et emploi de service, emploi stable et emploi précaire. La PCS donne donc une image structurée, mais elle ne doit pas faire oublier les différences internes à chaque groupe. Le revenu est un deuxième facteur majeur de structuration sociale. Il permet d'accéder plus ou moins facilement aux biens et services, au logement, aux loisirs, à la santé, au transport, à l'épargne ou aux études des enfants. Le revenu influence fortement les conditions de vie. Mais là encore, il faut être précis. Tous les revenus ne viennent pas du même endroit. Il y a les revenus du travail, comme les salaires ou les revenus des indépendants. Il y a les revenus du capital, comme les loyers perçus, les intérêts, les dividendes. Il y a aussi les revenus de transfert, comme certaines prestations sociales ou pensions. Pour comparer les niveaux de vie, on tient souvent compte de la composition du ménage. Vivre seul avec 1 800 € par mois n'est pas la même chose que vivre à 4 avec le même revenu. C'est pourquoi les statisticiens raisonnent souvent en niveau de vie, c'est-à-dire en revenu disponible du ménage rapporté au nombre d'unités de consommation. Le revenu hiérarchise la société, mais il ne dit pas tout. Le patrimoine joue aussi un rôle très important. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens possédés, logements, terrains, placements financiers, épargne, patrimoine professionnel. Deux ménages peuvent avoir le même revenu mensuel, mais des situations très différentes si l'un est propriétaire d'un logement déjà payé et possède une épargne importante, tandis que l'autre est locataire, endetté et sans réserve. Le patrimoine protège contre les accidents de la vie, permet d'aider ses enfants
facilite l'accès au crédit et donne une sécurité économique. Il peut aussi se transmettre par héritage. Pour comprendre la hiérarchisation sociale, il faut donc regarder à la fois les revenus et le patrimoine. Le diplôme est un troisième facteur central. Dans une société où les emplois qualifiés occupent une place importante, le niveau de diplôme influence fortement les chances d'accéder à un emploi stable, à un revenu élevé, à une carrière ascendante et à une protection contre le chômage. Le diplôme est une ressource économique parce qu'il peut donner accès à des emplois mieux rémunérés, mais il est aussi une ressource sociale et symbolique. Il donne une reconnaissance, des compétences, des façons de parler, d'écrire, d'argumenter, de se repérer dans les institutions, parfois un réseau. Il influence les trajectoires professionnelles, mais aussi les pratiques culturelles, les choix résidentiels ou les aspirations familiales. Cependant, il ne faut pas penser que le diplôme agit de manière isolée. Sa valeur dépend du marché du travail, de la spécialité choisie, de l'établissement fréquenté, de la réputation du diplôme, des réseaux disponibles et de la capacité à transformer ce diplôme en emploi. L'élévation générale du niveau de formation peut aussi modifier la valeur relative des diplômes. Quand peu de personnes ont le baccalauréat, l'obtenir distingue fortement. Quand une grande partie d'une génération l'obtient, il devient davantage un niveau de base pour poursuivre des études ou entrer sur le marché du travail. Cela ne veut pas dire qu'il ne sert plus à rien, mais que la hiérarchie des diplômes se déplace. Le diplôme reste un facteur majeur de structuration, mais il s'inscrit dans une concurrence scolaire et professionnelle. La composition du ménage structure aussi les conditions de vie. Un individu ne vit pas seulement avec son revenu personnel, il vit souvent dans un ménage. Être en couple avec deux revenus, vivre seul, vivre dans une famille monoparentale, avoir plusieurs enfants à charge ou être jeune adulte chez ses parents change profondément le niveau de vie. La position sociale d'une personne dépend donc aussi de son environnement domestique. Une famille monoparentale avec un seul salaire peut être plus exposée aux difficultés économiques qu'un couple avec deux revenus. Un jeune adulte peut rester plus longtemps chez ses parents parce que le logement est cher ou parce que l'entrée dans l'emploi est instable. Un retraité peut avoir un revenu plus faible qu'en période d'activité, mais être propriétaire de son logement. Le ménage est donc une unité essentielle pour comprendre les inégalités concrètes. La position dans le cycle de vie est également déterminante. On n'occupe pas la même position sociale à 20 ans, 45 ans ou 75 ans. Les jeunes sont souvent en formation, en insertion professionnelle ou dans des emplois plus précaires. Les adultes d'âge intermédiaire sont plus souvent stabilisés dans l'emploi, avec des revenus plus élevés, mais aussi des charges familiales importantes. Les personnes âgées sont sorties du marché du travail, vivent de pensions, mais peuvent disposer d'un patrimoine accumulé. Le cycle de vie rappelle donc qu'une partie des différences sociales dépend de l'âge et de la trajectoire. Mais il faut être prudent. Toutes les différences d'âge ne sont pas seulement temporaires. Les générations n'ont pas toujours connu les mêmes conditions d'entrée sur le marché du travail, les mêmes prix de l'immobilier, les mêmes niveaux de diplôme ou les mêmes protections sociales. Les inégalités entre âges peuvent donc devenir aussi des inégalités entre générations. Le sexe est un autre facteur majeur. Les femmes et les hommes n'occupent pas exactement les mêmes positions dans l'espace social. Le marché du travail reste marqué par des inégalités de salaire, de carrière, de temps partiel, de promotion et de répartition des métiers. Certains secteurs sont très féminisés, comme une partie des services, du soin, de l'éducation ou de l'administration. D'autres restent plus masculinisés, notamment certaines industries, le bâtiment ou les postes techniques. Les femmes sont plus souvent concernées par les interruptions ou ralentissements de carrière liés aux enfants, par le temps partiel et par les contraintes domestiques. Même quand elles sont diplômées, elles ne tirent pas toujours les mêmes bénéfices professionnels que les hommes. Le sexe structure donc les trajectoires sociales, mais il le fait en interaction avec la classe sociale, le diplôme, l'âge ou la situation familiale. Le lieu de résidence joue enfin un rôle essentiel. Habiter dans une grande métropole, dans une ville moyenne, dans une commune rurale, dans une banlieue aisée, dans un quartier populaire ou dans un territoire éloigné des grands pôles d'emploi ne donne pas accès aux mêmes ressources. Le lieu de résidence influence les possibilités d'emploi, les transports, l'accès aux services publics, aux établissements scolaires, aux soins, aux loisirs, aux réseaux professionnels et aux opportunités culturelles. Les grandes métropoles concentrent souvent les emplois qualifiés, les universités, les sièges sociaux, les institutions culturelles et les réseaux de transport. Mais elles concentrent aussi des prix immobiliers élevés et de fortes inégalités internes. Certains territoires populaires urbains peuvent cumuler chômage, ségrégation résidentielle, difficultés scolaires et stigmatisation. Certains territoires ruraux peuvent offrir une qualité de vie mais être confrontés à l'éloignement des services et des emplois.
L'espace géographique devient donc une dimension de l'espace social. Pour comprendre la société française actuelle, il faut aussi regarder ces grandes transformations depuis la seconde moitié du XXe siècle. La première est la salarisation. Cela signifie que la part des salariés dans l'emploi a fortement augmenté, tandis que les indépendants, notamment les agriculteurs, et une partie des petits commerçants ou artisans, ont reculé en proportion. La société française est devenue une société majoritairement salariale. Cette évolution a transformé les rapports sociaux parce que le statut de salarié implique une relation de subordination à un employeur, mais aussi des droits collectifs, une protection sociale, des conventions, des carrières et des formes d'organisation du travail. La deuxième transformation est la tertiarisation. Le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, occupe désormais une place centrale dans l'emploi. Les emplois industriels et agricoles ont reculé en proportion, tandis que les emplois dans le commerce, l'administration, la santé, l'éducation, la finance, le numérique, les transports, l'hôtellerie, la restauration, le conseil ou les services aux personnes se sont développés. Cette transformation a modifié la composition des groupes sociaux. Elle a contribué au recul du monde ouvrier industriel traditionnel, à la progression des employés, des professions intermédiaires et des cadres, et à la diversification des conditions de travail. La troisième transformation est l'élévation du niveau de qualification. La scolarisation s'est prolongée, l'accès aux diplômes s'est élargi et les emplois exigent plus souvent des compétences scolaires, techniques, relationnelles ou numériques. Cette élévation des qualifications a favorisé la progression des emplois de cadres et de professions intermédiaires. Mais elle a aussi produit de nouvelles formes de concurrence. Lorsque le niveau de diplôme moyen augmente, les individus doivent souvent aller plus loin dans les études pour obtenir les mêmes positions relatives. L'élévation des qualifications ne supprime donc pas la hiérarchie sociale, elle la transforme. La quatrième transformation est la féminisation des emplois. Les femmes participent beaucoup plus au marché du travail qu'auparavant. Cette évolution est majeure car elle a transformé les revenus des ménages, l'autonomie économique des femmes, les modèles familiaux, les aspirations scolaires et professionnelles, et l'organisation du travail domestique. Mais la féminisation de l'emploi ne signifie pas égalité totale. Les femmes restent inégalement réparties selon les secteurs et les positions hiérarchiques, et elles continuent à supporter une part importante du travail domestique et familial. La féminisation est donc à la fois une transformation émancipatrice et un révélateur de la persistance des inégalités de genre. Si l'on résume, la société française actuelle est structurée par une pluralité de facteurs. La PCS permet de comprendre la place occupée dans le système productif. Le revenu et le patrimoine hiérarchisent les conditions matérielles d'existence. Le diplôme influence fortement les trajectoires professionnelles et sociales. La composition du ménage, l'âge, le sexe et le lieu de résidence modifient les ressources disponibles et les contraintes vécues. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la salarisation, la tertiarisation, l'élévation du niveau de qualification et la féminisation des emplois ont profondément transformé la société. L'idée centrale à retenir est donc que la société française n'est ni une société figée en classes parfaitement séparées, ni une simple addition d'individus libres et égaux. C'est un espace social multidimensionnel dans lequel les positions sont liées à des ressources économiques, culturelles, professionnelles, familiales et territoriales. Comprendre cette structure, c'est se donner les moyens d'analyser les inégalités, les trajectoires et les rapports sociaux qui traversent la France contemporaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à foncer écouter les suivants. À très vite.